Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition de 19h sur Alizé Télévision. Je vous propose tout de suite de regarder quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. La grève au Crédit Agricole a pris fin après 31 jours. Toutes les revendications des syndicats ont été acceptées par la direction de la banque. Les planteurs de canne interpellent leur interprofession et les pouvoirs publics. Ils veulent être indemnisés pour les cannes restées sur pied au terme de la récolte. Cérémonie d'ouverture du 66e Tour cycliste de Guadeloupe ce soir au hall Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. Gros plan sur des invités ambitieux. Le journal, Rony Nabal. Et l'on commence par cette bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Après 31 jours de grève, représentants syndicaux et direction du Crédit Agricole ont signé un protocole de fin de conflit. Après la signature de cet accord, le travail doit reprendre progressivement dans la trentaine d'agences du Crédit Agricole de Guadeloupe. Reportage Tessie Césarus. La grève du Crédit Agricole est enfin terminée. Un protocole d'accord a été signé par la direction et l'unité syndicale. La négociation débutée depuis hier dans l'après-midi s'est achevée à 4h du matin aujourd'hui. Sur un total de 9 points présentés sur le cahier des revendications, 4 ont été accordés. La prime de vie chère de 40% était au cœur de la lutte syndicale. C'est cette décision très attendue qui a permis de débloquer la situation. On a signé un protocole de suspension de grève dans la mesure où nous avons acté avec la direction qu'il y avait 4 points essentiels qu'il fallait boucler et que les autres points du protocole de notre cahier de revendication sont reportés au 20 septembre. Donc c'est pour cela que nous avons signé un protocole de suspension de grève compte tenu du fait que nous voulions reprendre le travail. C'était aussi pour pouvoir effectivement maintenir une prime ou un droit social qui existe depuis 1953 et qu'il ne fallait absolument pas toucher. Durant ce mois de conflit, le mouvement a paralysé l'ensemble des agences du Crédit Agricole. Les clients attendent avec impatience leur réouverture. Nous avons acté une ouverture pour l'ensemble des agents vendredi et une ouverture à la clientèle pour les agences du samedi matin. Donc voilà, toute l'activité reprend à partir de ce week-end. La signature du protocole de fin du conflit permet alors aux salariés de recommencer une vie de travail dans les meilleures conditions possibles. 31 jours de grève ont été nécessaires pour que la direction et l'unité syndicale aboutissent à une décision concrète. Et un conflit en chasse l'autre peut-être. Les planteurs de canne de Guadeloupe lancent un appel au secours en direction des autorités ce matin. L'intersyndicale d'exploitants agricoles de Guadeloupe a dressé la liste des récriminations auxquelles il souhaite que des réponses soient données. C'est principalement la question de l'indemnisation des volumes de canne à sucre à l'hectare qui est au centre des préoccupations de ces adhérents de la FDSEA, des jeunes agriculteurs et de l'Union des producteurs de Guadeloupe. Reportage Eddy Elatré et Tessie Césarus. C'est un véritable cri d'alarme lancé par les agriculteurs du département. Ils réclament un plan de survie en faveur de leur profession en proie à des difficultés de trésorerie à travers une plateforme de revendication. La question des cannes restées sur pied sans compensation et la baisse de la richesse saccharine susciterait de nombreuses inquiétudes. Les agriculteurs n'ont plus d'argent aujourd'hui. Même ils ont des problèmes avec la banque, ils ont des problèmes avec la sécurité sociale, ils ont des problèmes avec tous les organismes qui doivent. Aujourd'hui, on demande aussi, nous, l'intersyndicale, qui est une année blanche avec les SICA, c'est-à-dire que les SICA, les planteurs qui doivent les SICA, qu'on nous donne un report pour l'année 2015 pour que les agriculteurs respirent. Si on n'a pas ça aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, les agriculteurs, on est vraiment aujourd'hui dans un gouffre. Quand je vous parle d'un gouffre, mais c'est vraiment un gouffre. On est justement à côté et on n'est pas loin de tomber dans le trou. C'est l'ensemble du milieu agricole qui en souffrirait avec les planteurs en première loge. Beaucoup de petits agriculteurs, en général, ce sont les petits agriculteurs avec des petites parcelles qui sont restés debout, que l'usine n'a pas eu le temps de broyer. Ensuite, la pluie, la température n'a pas été idéale, en plus des problèmes de l'usine.
Donc à partir de là, c'est toujours les plus malheureux qui souffrent le plus. On attend qu'on prenne en compte nos doléances, en général que soient indemnisés les producteurs, que leurs cannes sont restées sur pied. Donc c'est une petite indemnisation pour essayer de survivre, de tenir jusqu'à l'année prochaine, en espérant que l'année prochaine sera meilleure. Une rencontre avec le préfet de région aurait été demandée par l'intersyndicale pour tenter, à travers la discussion, de désamorcer une situation annoncée difficile. Affaire à suivre. 66 volontaires incorporés au début du mois de juillet au régiment du service militaire adapté de Guadeloupe étaient rassemblés aujourd'hui pour la traditionnelle présentation au drapeau. Outre cette cérémonie militaire, cette journée était aussi l'occasion pour le RSMA de rendre un hommage particulier au brigadier-chef Steve Kokol, mort au combat le 18 juin 2010 en Afghanistan. L'un des bâtiments du camp de la Jaille porte désormais son nom. Reportage Muriel Barlaigne. Au RSMA de la Guadeloupe, sur la place d'armes du camp de la Jaille, c'est jour de cérémonie. Une matinée riche avec entre autres la présentation au drapeau des 66 volontaires incorporés au début du mois. Cet instant symbolique marque la fin de leur instruction militaire et le début de leur formation professionnelle. L'occasion aussi pour certains de recevoir médailles et insignes en présence d'élus. Ces derniers sont venus spécialement pour un autre temps fort de la cérémonie, l'inauguration de ce bâtiment. Il porte le nom du brigadier-chef Steve Kokol, membre du 1er régiment de hussards parachutistes. D'origine saint-rosienne, il est mort le 18 juin 2010, après avoir été blessé par un tir de roquette en Afghanistan. Encore ému, Sidette Kokol, sa mère, a participé au dévoilement de la plaque. Il n'est pas oublié qu'on a pensé à lui et que on a pensé aussi à sa maman, à toute la famille. Mais c'est quelque chose qui est grand pour moi. 6 ans après, l'émotion a l'air toujours aussi vivace. Oui, de toutes les façons, vous savez, quand on perd un enfant, l'émotion sera toujours là, bien que je suis quand même quelqu'un de très combatif, je tiens le coup. Mais vous savez, l'émotion est là quand on voit la photo et tout, qu'on voit les petits militaires là, ça remonte. Mais il faut savoir gérer tout ça. Nous avons le devoir de conserver la mémoire militaire, la mémoire des plus anciens, mais aussi des morts les plus récents, ceux qui sont morts dans les combats récents pour la liberté, notamment en Afghanistan, comme c'était le cas pour le brigadier-chef Steve Kokol, un jeune de Sainte-Rose. Et d'autre part, eh bien, le fait qu'il soit guadeloupéen, le fait qu'il soit d'une commune que tous nos jeunes volontaires connaissent, est un exemple pour les jeunes volontaires qui viennent chercher ici une formation professionnelle, mais surtout une formation en comportement, en savoir-être. Et le fait de se placer, d'avoir placé ce bâtiment où beaucoup d'entre eux logeront sous la mémoire du brigadier-chef Steve Kokol, eh bien, leur donne un exemple de dépassement, d'effort, de travail et de don de soi pour la patrie. Marie-Luce Panchard était ministre de l'Outre-mer au moment des faits. Elle se souvient. Et j'oublierai jamais le jour où il a fallu effectivement accueillir la dépouille de Steve Kokol, ce d'autant que c'était le seul fils de Madame Kokol et que vous ne l'oublierez jamais. Je n'oublierai jamais ce moment qui était pour moi quelque chose d'important. Je représentais l'État, je devais le faire, mais les sentiments étaient là et vous n'avez pas le droit de l'exprimer. Vous devez au contraire accompagner la famille et au nom de l'État présenter les condoléances et faire en sorte que cette grande famille que représente les armées françaises puisse être toujours à côté de Madame Kokol, et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est une très belle reconnaissance au moment où effectivement notre pays est frappé par ce qui se passe avec tous ces actes de barbarie. Je trouve que c'est un bel exemple de choisir ce jour pour cette inauguration parce que Steve Kokol était vraiment celui qui portait en lui des valeurs d'exemplarité. Le bâtiment brigadier-chef Steve Kokol est le fruit d'une opération de réhabilitation. Désormais aux normes sismiques, il servira à loger 128 volontaires.
En début de semaine, le conseil départemental de Guadeloupe annonçait des perturbations dans la distribution d'eau dans certaines communes en raison de travaux dans l'usine de déhauteur à Sainte-Anne. Prévus pour se terminer demain, ces travaux se poursuivront jusqu'à samedi dans la matinée, entraînant du coup des coupures d'eau jusqu'à samedi dans la soirée. Sont concernées par ces coupures d'eau les communes de Capesterre-Bello, Saint-François, Sainte-Anne, Le Gosier, Les Abîmes et Goyave. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Des opposants à Nicolas Maduro accusent les autorités vénézuéliennes de les avoir torturés en raison de leurs activités politiques. En Colombie voisine, la grève des camionneurs a pris fin après 45 jours. Et au Brésil, des chercheurs viennent de découvrir un autre moustique vecteur du virus Zika. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Des opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro disent avoir été arrêtés et torturés en raison de leurs activités politiques. Au moins 21 personnes dans ce cas ont été emprisonnées au Venezuela entre les mois de mai et juin et certaines passées à tabac et ou torturées à l'électricité, selon un rapport de l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, le HRW. Certains affirment avoir été forcés à confesser des crimes qu'ils n'avaient pas commis ou avoir été menacés de mort ou de viol. Le HRW a appelé l'Organisation des États américains à accentuer la pression sur le gouvernement Maduro afin d'enquêter sur ces cas et libérer les personnes détenues arbitrairement. Le responsable de HRW pour les Amériques, José Miguel Vivanco, a informé qu'à moins d'une forte pression régionale, le gouvernement vénézuélien va continuer de croire qu'il peut punir brutalement et autoritairement la dissidence sans aucune conséquence. L'organisation estime qu'il y a actuellement 90 prisonniers politiques au Venezuela, ce que nie le gouvernement. Après 45 jours de blocage routier en Colombie, la grève des camionneurs a pris fin. Les chauffeurs grévistes ont obtenu de fixer plus librement leurs tarifs. Le mouvement de protestation, qui s'est soldé notamment par la mort de manifestants, avait paralysé certains secteurs de l'économie colombienne. Après plusieurs jours et nuits de négociations, un accord a finalement été trouvé avec le gouvernement. Les camionneurs pourront fixer plus librement leurs tarifs. La régulation des prix du transport, jugée trop stricte par les syndicats, et la hausse du diesel et des péages avaient considérablement réduit les gains du secteur ces dernières années, obligeant certaines entreprises à mettre la clé sous la porte. L'État promet également des aides pour renouveler 14 000 camions trop vétustes. 350 000 poids lourds circulent chaque jour sur les routes colombiennes. Un secteur clé pour un pays qui ne dispose pas de transport ferroviaire. En un peu plus d'un mois, la grève des camionneurs aurait causé l'équivalent de 380 millions d'euros de pertes. Après l'Aedes aegypti, des scientifiques brésiliens ont découvert la présence du virus Zika chez le moustique Culex quinquefasciatus, qui est beaucoup plus commun dans nos régions. Les résultats de la recherche par l'Institut de santé publique du pays sud-américain suggèrent que le Brésil pourrait devoir modifier sa stratégie de réponse au Zika et vient comme un coup de massue à moins de 2 semaines avant l'arrivée de dizaines de milliers de visiteurs pour les Jeux Olympiques. Un porte-parole du ministère a ajouté que finalement, les résultats ne changent rien parce que la réponse de santé publique est la même, quelles que soient les espèces de moustiques. La Égyptie pique pendant la journée, tandis que Culex quinquefasciatus est nocturne, ce qui fait de la moustiquaire le meilleur rempart contre les piqûres de moustiques. Parlons du Tour cycliste de la Guadeloupe maintenant, qui reçoit cette année 9 équipes invitées sur les 27 qui composeront la caravane de cette 66e édition. Parmi elles, la sélection de Martinique qui compte dans ses rangs Yolande Sylvestre, récent vainqueur du Tour cycliste de la Martinique, mais également Cédric Eustache, 5e au classement général final de l'édition 2015 du Tour de Guadeloupe. Une équipe qui va jouer ses chances sur ce Tour de Guadeloupe. Reportage à Sainte-Anne signé Cécile Allègre. La sélection martiniquaise est bien arrivée en terre guadeloupéenne pour la 66e édition du Tour de Guadeloupe. Si elle reste discrète sur ses ambitions de podium, l'équipe est bel et bien prête pour affronter ces 9 jours de course. Prêts à la fois physiquement et mentalement, les autres équipes devront se méfier de ces coureurs particulièrement affûtés qui mettent un point d'honneur à ravir leurs supporters. Ça a été surtout le Tour de Martinique, la préparation. Je pense qu'on a engendré des kilomètres là-bas et ça va nous servir pour le Tour de Guadeloupe. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste un peu d'entretien, 1h30, 2 heures de vélo.
tourner les jambes et voilà, juste transpirer un peu. On va essayer de faire plaisir au public martiniquais et on va tout donner pour essayer d'aller chercher des belles victoires d'étape et une bonne place au général. On a eu de très bons résultats, donc avec les jeunes qui sont notamment présents. Donc on verra si on pourra réitérer de belles performances sur toute la Guadeloupe. On fera déjà la course au jour le jour et en fonction de l'opportunité qu'on aura et les circonstances de course du moins, on verra ce qu'on fera. Ils ont le moral, donc s'ils n'étaient pas préparés, ni mentalement ni physiquement, ils ne seraient pas présents. Mais les Martiniquais ne sont pas les seuls en course. Plusieurs équipes venues de l'Hexagone sont là pour défendre leur chance. En attendant le début de la course, ils se familiarisent avec le climat, particulièrement chaud et humide pour eux. Le but c'est de s'acclimater un peu à la chaleur déjà pour démarrer parce qu'il fait quand même assez humide, même si on a eu pas mal de chaleur quand même chez nous en Bretagne ou ailleurs en métropole. Et là le but c'est de s'acclimater tranquillement et quand même de pas trop être fatigué pour le départ le tour est vraiment très long. Voilà, c'est juste vraiment reprendre un petit décrassage on va dire, ce qu'on a fait entre le voyage, l'avion, les choses comme ça. Après ça fatigue un petit peu, donc voilà, c'est vraiment des entraînements légers, c'est pas plus de 2 heures par jour. Présents depuis plusieurs années sur le Tour, ces équipes aiment venir se confronter aux cyclistes locaux. On est motivé pour le Tour parce qu'on l'a déjà fait l'an dernier, donc voilà, c'est une belle course. D'ailleurs, on avait participé, ça nous avait plu, donc on voulait revenir cette année. Donc on verra bien. Après, on ne s'est pas forcément fixé d'objectifs bien clairs, mais après, voilà, si on peut repartir avec des victoires d'étape comme l'an dernier, ça sera le but de l'équipe. L'ambiance guadeloupéenne attire des équipes étrangères et notamment les Japonais. Ces derniers apprécient particulièrement l'engouement des supporters de l'archipel pour le cyclisme. Les Nippons sont prêts à en découdre et surtout prêts à montrer qu'au pays du soleil levant, on sait pédaler. La raison pour venir ici, c'est que pour montrer que les Japonais font du vélo déjà et qu'ils ne sont pas mauvais et qu'on est là pour partager la passion du cyclisme avec les Guadeloupéens qui sont des fous de cyclisme. Et on aime bien à la fois l'ambiance qui se passe dans ce tour. Voilà. Nous, on a fait comme quoi qu'on arrive au top de forme pour démarrer le tour. On va essayer de gagner les étapes. C'est déjà pas mal de gagner les étapes avec des bons coureurs qui se trouvent avec nous. Et après, on va essayer de viser la générale. Il y a des opportunités. C'est plus de 150 coureurs qui s'élanceront pour la première étape du Tour de Guadeloupe. Chaque équipe s'est d'abord fixé comme objectif de remporter des étapes, car pour le classement général, il faudra attendre de voir les conditions de course. Et l'on apprenait que ce matin, l'un des coureurs engagés dans ce Tour de Guadeloupe avait été victime d'un accident de la route. Warren Hérin, membre de l'USL, a été percuté par une voiture non loin du vélodrome Amédée de Thau à Bémao. Les grandes vacances sont propices à la découverte et aux balades. C'est peut-être l'occasion pour vous et pour certains de se mettre au vélo sur la route ou en tout terrain. Le vélo a-t-il plus la cote en cette période de l'année où les compétitions cyclistes sont légion? Élément de réponse avec Johan Charpentier-Titi. Vacances oblige, les vélos sont de sortie. Une période de l'année propice à la pratique du 2 roues pour les plus jeunes et donc d'affluence dans les magasins spécialisés. On voulait acheter un vélo pour lui, ça fait depuis longtemps. On a profité pour les vacances pour venir ici. C'était ce magasin qu'on avait choisi. Comme il y a 2 mois, pendant les 2 mois, il pourra faire le vélo. Qu'en période scolaire, c'est un peu plus compliqué. Mais la donne n'est pas forcément la même pour les adultes. Pour eux, l'état d'esprit est plutôt différent pendant ces grandes vacances. Ils sont déjà plutôt dans une approche de vacances, donc ils ont un esprit plutôt à partir. Tout le monde ne part pas, d'accord, mais ils ont plutôt un esprit vacances et non pas effort. Et donc le sport, c'est de l'effort. S'ils font de la compétition ou s'ils pratiquent un sport vraiment très régulièrement, ils vont attendre plutôt la rentrée septembre-octobre pour investir sur une nouvelle machine. Pas d'effet vacances donc pour les adultes, ni même d'effet tour pour ce vendeur. Si l'actualité cycliste est riche de grands événements actuellement, les ventes ne s'en trouvent pas multipliées. Le Tour de Guadeloupe, les gens ne vont pas, parce qu'ils vont assister, se mettre au vélo. Non. C'est pas ça encore. Et pour cause, les véritables stars du marché des cycles ne sont pas les vélos de route, mais bien les VTT. Plus polyvalents, ils correspondent mieux à une utilisation loisir pour monsieur tout le monde, avec la tendance incontestée du moment, le fat bike. Arrivé en Guadeloupe il y a peu, ce VTT fun apprécie tout particulièrement la neige, le sable et les terrains herbeux. Tout le monde adore ça, petits et grands.
L'intérêt de ces vélos-là, c'est le fun, le plaisir de piloter, puisque là on est sur une approche plutôt loisir et plaisir que rendement, vitesse et compétition. Même si en métropole, il existe des compétitions dédiées à ce type de machine. Pour les enfants, on démarre à 400, 415 euros, je crois, de mémoire, et on peut aller après pour les adultes jusqu'à 4 000 euros. Parlons prix justement. Pour un VTT d'entrée de gamme, comptez environ 400 euros. Un prix qui peut rapidement grimper et atteindre près de 10 000 euros pour un vélo plus perfectionné. Sur la route, le prix de base est quelque peu plus élevé, comptez 900 euros pour les moins onéreux et plus de 10 000 euros pour la fourchette haute. Et avant d'enfourcher votre vélo, vérifiez la météo et la qualité de l'air. Nous en parlons justement. Sachez que la Guadeloupe est en vigilance de niveau orange en raison de la mauvaise qualité de l'air. Il est recommandé aux personnes particulièrement vulnérables et sensibles de limiter leurs déplacements aux abords des grands axes routiers ainsi que leurs activités physiques et sportives. Mais les choses s'améliorent, on le verra dans un instant. On fait un point sur la météo de ce soir et de demain. Des averses sont possibles sur l'ensemble des communes de l'archipel dans la soirée, mais elles resteront rares et faibles. Ce même temps persistera demain dans la matinée, mais le soleil devrait faire de belles apparitions tout de même. On revient donc à la qualité de l'air. L'indice Atmo devrait être de 6 demain, donc ça s'améliore. La qualité de l'air sera moyenne selon WADER. Dans un instant, les informations nationales et internationales suivies un peu plus tard d'un téléfilm intitulé « Régime fatal ». Passez une excellente soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.